Bonjour à tous. En réponse à la mission confiée par la Première ministre sur le financement de la filière musicale, un rapport préconise d'instaurer une contribution spécifique des plateformes de streaming. Alors cette taxe ne fait pas l'unanimité au sein de la filière, on verra ça dans Smart Tech, ce sera notre Tech Talk. Aujourd'hui, taxer le streaming musical pour financer la musique, oui ou non? On parlera aussi de l'actualité des cryptos en deuxième partie et puis on ira regarder ce qui se passe plus précisément sur le marché des cryptos parodiques. Mais d'abord, je vous propose de découvrir une solution qui va peut-être nous aider à résoudre nos litiges plus facilement. C'est une capture de preuves infalsifiable sur Internet. C'est l'interview tout de suite dans Smart Tech. Le grand débat aujourd'hui dans Smart Tech tournera autour de cette taxe sur le streaming musical, le retour, j'allais dire, de la taxe sur le streaming pour financer la filière musicale et en particulier le Conseil national de la musique. On va en parler avec Bruno Bouteleux, le directeur général de l'ADAMI. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Rémi Bouton, responsable stratégie chez Wiseband. Bonjour également. Bienvenue à tous les deux en plateau. Avant d'attaquer notre sujet de débat, je propose qu'on écoute et qu'on rejoigne à distance Julie Sarah Marguet, qui est cofondatrice et patronne de ChainNote. Bonjour à vous. Votre solution, donc, elle va nous aider a priori à résoudre nos litiges beaucoup plus facilement puisque vous proposez une solution qui permet de réaliser des constats sur Internet, c'est-à-dire en fait de capturer des preuves numériques. Ça peut être sur des pages web, ça peut être sur des vidéos, sur les réseaux sociaux. En quoi est-ce différent de ce que je réalise moi-même toute seule comme une grande quand j'ai besoin de produire une preuve, c'est-à-dire de réaliser une capture d'écran, télécharger une vidéo? Qu'est-ce qu'apporte votre technologie de spécifique, Julie Sarah? Bonjour. Alors, la technologie de ChainNote est très spécifique puisque c'est le seul logiciel à permettre de faire des captures normées, opposables en justice. Alors, à la fois des captures de pages web, mais aussi de parcours utilisateurs. Et ces parcours utilisateurs peuvent comprendre le visionnage de vidéos et de sons durant ce parcours utilisateur. Donnez-nous un exemple de l'utilisation de la technologie. Dans quel cas est-ce pertinent? Alors, vous voulez constater un direct, par exemple, ou un live Facebook, eh bien, vous pouvez, à travers un navigateur de constatation, vous loguer sur votre Facebook et visionner une vidéo tout en écoutant le son. Et toute votre session de constatation sera enregistrée, et ce, de manière infalsifiable, puisque l'on prend une empreinte de la vidéo de votre session de constatation, ainsi que des captures écran que vous aurez fait grâce au bouton prévu à cet effet durant votre session de constatation. Donc vous captez l'image, les contenus texte, le son. Ça fonctionne avec tout type de contenu numérique. Je sais pas, je pense par exemple au podcast. Oui, ça fonctionne avec tout type de contenu numérique puisque nous avons développé un navigateur de constatation sur lequel vous accédez quand vous êtes sur la plateforme ChainNote. Et ce navigateur de constatation, à chaque fois qu'il est lancé, eh bien, nous procédons aux prérequis de la norme Z67147 AFNOR, qui détermine les prérequis nécessaires à l'opposabilité d'un constat Internet en justice. Donc, c'est des prérequis techniques qui garantissent l'infalsifiabilité du constat. Et technologiquement, comment est-ce que vous garantissez justement que la preuve est infalsifiable? Eh bien, il y a à la fois ces prérequis techniques, donc, qui montrent qu'il n'y a pas d'altération faite au constat de façon soit humaine ou soit numérique. Et nous prenons l'empreinte des fichiers qui sont extraits de ce constat, donc que ce soit la vidéo, qui comprend du son de la session de constatation, et à la fois les captures, nous en prenons aussi des empreintes qui sont intégrées à l'intérieur du constat que vous recevez à la fin. Vous recevez la vidéo de votre session de constatation avec le son éventuellement si vous avez visionné du son, ainsi que les captures au sein d'un PDF imprimable et des annexes auditables. Mais ce processus, vous me dites des prérequis techniques, moi j'aimerais bien essayer de comprendre quand même comment ça fonctionne. Parce qu'à la fin, je me retrouve avec un PDF. Un PDF, tout le monde peut trafiquer un PDF. Donc comment est-ce que vous garantissez que du début du constat jusqu'à la fin de la fourniture de la preuve, il n'y a pas eu d'intervention?
Eh bien, dans le PDF, qui est finalement une vision assez jolie de ce que l'on peut ressortir de façon auditable informatiquement, juridiquement, vous avez l'ensemble des prérequis techniques, que ce soit l'effacement des caches, des cookies, de tout virus, de toute interception. Vous avez les logs réseau. Il y a tout le détail des logs réseau pour voir qu'il n'y a pas eu d'altération du constat pendant la session de constatation. Et à la fin, vous avez tout ça dans un joli PDF qui soit joliment visionnable, mais vous avez aussi toutes les annexes à côté informatiques qui prouvent qu'il n'y a pas eu d'altération lors du constat. Donc le PDF, c'est finalement la forme jolie de certaines annexes auditables que l'on fournit avec tout l'ensemble du constat. D'accord. Vous n'avez pas prononcé le mot blockchain encore. Pourtant, dans votre nom d'entreprise ChainNote, on pourrait penser que vous utilisez la blockchain. Je me trompe ? Vous ne vous trompez pas, exactement. On utilise la technologie blockchain qui, justement, nous sert à horodater les éléments. Donc, on a un double horodatage, à la fois un horodatage EIDAS, qui est une réglementation européenne sur l'horodatage des preuves, et un horodatage blockchain. Donc, on fait un double horodatage pour nous assurer un maximum de la fiabilité de notre constat. Alors, dans les utilisations que vous présentez en exemple, vous parlez typiquement pour des faits de concurrence déloyale, de comportement illicite, conformité ou non au règlement sur la protection des données personnelles. Vous évoquez aussi le droit à la propriété intellectuelle. On a en plateau des représentants de la filière musicale et des auteurs, des artistes qui ont besoin de fournir des preuves aussi d'authenticité des œuvres, de vérifier si ces œuvres n'ont pas été falsifiées. Est-ce que ça fait partie de vos clients potentiels ? Oui, exactement. ChainNote peut servir à tous ces usages. Donc, quand on parle de concurrence déloyale, c'est la copie de site internet, le parasitisme ou des éléments de concurrence déloyale avec des offres concurrentes qui peuvent être déloyales, des offres promotionnelles par exemple, qui peuvent être constatées grâce à notre solution. On a aussi la possibilité de constater du contenu sur les réseaux sociaux ou sur d'autres types de plateformes. Donc là, c'est avant tout souvent des comportements illicites dont nos clients font face, du dénigrement, de la diffamation ou des vidéos avec des comportements illicites et dangereux. Et puis, il y a toute la partie propriété intellectuelle, puisqu'on a aussi des artistes qui font appel à nous pour prouver l'usage de leurs œuvres de façon frauduleuse, c'est-à-dire qui sont souvent n'ont pas fait l'objet de vente de licence d'utilisation. Comment fonctionne l'ADAMI sur ce sujet de la protection des œuvres ? Vous avez recours à des outils spécifiques ? Oui, nous avons recours à des outils spécifiques, notamment pour identifier la diffusion des œuvres musicales ou audiovisuelles. En matière de musique, notamment, aujourd'hui, il faut que nous luttions contre les fake streams. Il faut lutter aussi contre un autre phénomène dont on parle assez peu. C'est tous ces sites, toutes ces applications qui diffusent de la musique et qui ont la bonne idée d'accélérer légèrement le rythme de la musique, ce qui fait que les logiciels, les applications de reconnaissance des titres que nous avons à notre disposition ne les identifient plus. Et par voie de conséquence, ça échappe à la chaîne des droits. Donc moi, je suis très intéressé par ce que cette société que vous nous présentez aujourd'hui pourrait nous proposer. Des constats en direct, hein ? Oui, absolument. Ouais. Et c'est un enjeu permanent. Outre les enjeux aussi autour de l'intelligence artificielle qui commencent à questionner aussi énormément la question de la propriété intellectuelle, il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels il faut qu'on travaille d'urgence. C'est notre quotidien, de toute façon, de lutter contre toutes ces tentatives de contournement qui existent depuis que le droit d'auteur existe. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait de barrière technique à l'entrée si les artistes doivent s'emparer de ce type d'outils. Julie, Sarah, c'est simple à utiliser ? Oui, c'est tout à fait simple à utiliser. Alors, on peut soit utiliser la plateforme ChainNote de façon manuelle et procéder soi-même à son constat, soit aussi la grande innovation que l'on a mise en place, c'est le fait de pouvoir automatiser de la constatation sur des milliers de sites internet. Et notre premier proof of concept, on va dire, on l'a fait nous-mêmes avec une autre plateforme que l'on a conçue, justement pour les auteurs dans le domaine de l'image, qui s'appelle Pictia, puisque l'on repère les utilisations frauduleuses des images sur internet et on procède à de la constatation automatisée et normée sur des milliers de sites internet de l'usage de ces images. Parce qu'une des difficultés finalement, notamment dans votre domaine, c'est les preuves qui disparaissent très vite. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion, un stream,
qui a lieu à un moment T, un instant T, et puis après plus rien. Alors chez nous, on vérifie en amont, parce que nous, on distribue beaucoup des artistes, des titres. Donc on écoute tout. Quand il y a énormément de titres, on écoute une sélection, un certain nombre. Si ça semble douteux, on ne distribue pas. Sinon, on distribue. Et parfois, on peut se tromper. Une fois que c'est diffusé sur Spotify ou Amazon, un producteur, un éditeur, un artiste nous dit il y a un problème de droit, auquel cas on bloque le titre. On discute, on voit. Si l'artiste original avait raison, on supprime le titre. Si l'artiste original avait tort, on laisse le titre. Et donc, vous avez besoin aussi de ce type d'outils pour des constats ? Alors non, parce que nous... Pour l'instant, ça se fait, la négociation on est en amont de la diffusion. C'est-à-dire qu'un titre ne peut pas... Un titre à nous ne peut pas être diffusé s'il n'est pas passé d'abord par nous. Donc cet outil précisément n'a pas besoin. Ce qui est intéressant, c'est que les huissiers... Sur la conformité peut-être de l'usage, en tout cas. Oui. Ouais. Donc, vous dites que là, vous avez réalisé un concept, vous l'avez mis à l'épreuve, votre technologie. Le lancement commercial, quand même, a eu lieu assez récemment. Aujourd'hui, quels sont vos clients, vos premiers clients ? Alors, nos premiers clients de la technologie Chainnote sont les auteurs, justement, d'images avec Pictia et le fait de pouvoir constater des milliers de résultats de surveillance d'images de façon automatisée. Et puis de Chainnote, directement la plateforme, c'est avant tout des avocats dans des spécialités justement de concurrence, de propriété intellectuelle et d'affaires principalement. Et les directions juridiques, puisque nous avons une première direction juridique qui nous a fait confiance depuis un peu plus d'1 an, puisque la technologie était à l'épreuve avec eux. C'est la direction juridique du groupe Orange qui utilise de façon très régulière la solution de Chainnote au sein de leurs équipes. Ouais, en plus, c'est un vrai partenaire Orange parce que je sais que vous serez chez eux, sur leur stand à Vivatech à Paris en juin. Merci beaucoup, Julie-Sarah Marguet. Vous êtes la cofondatrice, je le rappelle, et la présidente de Chainnote. C'est l'heure de notre talk. On va parler là aussi des artistes, mais non pas de la protection de leurs œuvres, mais du financement de la filière à travers, oui ou non, une taxe. Alors, c'est en réponse à une mission confiée par la Première ministre sur la stratégie de financement de la filière musicale en France que le sénateur Julien Bargeton a proposé dans son rapport d'instaurer une contribution spécifique des plateformes de streaming pour financer précisément le Centre national de la musique. On parle d'une taxe qui pourrait être de 1,5% sur les revenus du streaming musical. Alors, quel est l'accueil réservé par les professionnels à cette proposition ? Quels seraient les impacts aussi de cette taxe ? Est-ce qu'on risque de voir les abonnements à la hausse avec nos plateformes de streaming? Est-ce qu'on risque de voir baisser aussi les redevances versées aux producteurs et artistes pour l'exploitation de leur catalogue? On en parle avec Bruno Bouteleux, le directeur général de l'ADAMI. L'ADAMI, pour rappeler, donc vous êtes au service des artistes, des auteurs, vous les aidez dans la gestion de leurs droits, la défense de leurs intérêts et puis les aides aussi financières aux projets et accompagnement de carrière. Avec vous sur ce débat, Rémi Bouton, pionnier des radios libres. Vous êtes le responsable stratégie chez Wiseband. Là aussi, vous êtes au service des artistes et des labels indépendants, plus spécifiquement, pour les aider à trouver quoi ? Leur bon modèle économique ? Pour les aider à gagner de l'argent avec leur musique. Donc ce sont des artistes qui sont souvent eux-mêmes entrepreneurs ou des petits labels, et on les aide à mettre leur musique sur les plateformes, les Spotify, Amazon, etc., et donc à générer de l'argent pour développer leurs projets. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont devenus des entrepreneurs. Un groupe d'artistes aujourd'hui, c'est une start-up, en fait, c'est la même chose. Ça va faire son marketing. Bon. Alors, est-ce que vous trouvez ça intéressant ou au contraire désespérant, cette proposition d'instaurer une taxe sur le streaming musical ? Désespérant. Pour moi, c'est désespérant. Alors, je ne sais plus quel homme politique disait en France un problème, une taxe. On a un problème, on crée une nouvelle taxe sans regarder au fond des choses. Pour moi, ce rapport ne va pas au fond des choses. Ce rapport est simplement la liste des desiderata des différentes professions de la musique, mais il n'y a pas d'étude de fond. Il n'y a pas de connaissance au fond de la manière dont se développent les artistes aujourd'hui. Le métier a fondamentalement changé ces 20 dernières années avec le numérique. Aujourd'hui, les artistes sont des entrepreneurs. Pourquoi aller chercher de l'argent ? Dans quel sens ? Pourquoi en faire ? Je pense que la première question doit quand même être là. Et ensuite, pourquoi aller taxer des jeunes artistes émergents qui
arrivent à mettre tout seuls leur musique en ligne, justement, et qui n'ont pas accès aux subventions derrière, qui n'ont pas accès au CNM derrière. Alors Rémi, vous dites allez taxer les jeunes artistes. C'est pas ce que propose le rapport. Le rapport propose d'aller taxer les plateformes de streaming musical. Ça revient même. Les plateformes de streaming aujourd'hui perdent de l'argent. Celles qui font que de la musique. Deezer, Spotify perdent de l'argent. Les seules qui gagnent de l'argent, c'est celles qui font autre chose. C'est Apple, c'est Amazon, c'est Google, qui se servent de la musique comme produit d'appel. Celles qui ne font que de la musique perdent de l'argent. Comment penser qu'on va leur mettre une taxe et qu'elles ne vont pas la répercuter sur les artistes ou sur les consommateurs? Soit les abonnements vont augmenter. Ils n'ont pas augmenté en France depuis 2007. Les abonnements n'ont pas augmenté. Vous voyez l'inflation qu'il y a eu. Là, on donne à Deezer et à Spotify une excellente raison d'augmenter les abonnements. Donc si le but du jeu, c'est d'augmenter le prix de la musique pour les consommateurs, pourquoi pas? Cette taxe est une bonne idée. Si le but du jeu, c'est d'aider la musique, d'aider les artistes, d'aider la diversité, à mon avis, il était possible d'aller chercher l'argent ailleurs. Il ne faut pas oublier que la musique est taxée à 20%. Ce qui n'est pas le cas du spectacle vivant, de la presse. Il y avait d'autres systèmes de taxes. Alors, on va parler des autres options, évidemment, mais déjà, on va s'intéresser quand même à ce rapport. Vous avez été consulté l'ADAMI l'ADAMI a été consultée, effectivement, comme bon nombre de composantes de la filière musicale. La filière musicale, elle est consensuelle sur l'idée que la musique enregistrée est probablement l'industrie culturelle la moins subventionnée aujourd'hui, par l'État, j'entends, moins que le cinéma, moins que le livre également. Et cette filière musicale aujourd'hui, avec l'arrivée du streaming musical, elle est confrontée à des enjeux stratégiques majeurs, internationaux, comme jamais elle ne l'a été. Il y a de véritables opportunités, notamment à l'export. Donc l'idée d'avoir une taxe qui alimente enfin de manière pérenne cette filière musicale est une bonne idée. Là-dessus, il y a un consensus. Après, il y a la question du moyen pour y parvenir. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'en taxant les plateformes de streaming musical, eh bien d'une certaine manière, ce qu'on donne à Clara, on le reprend à Luciani. Et c'est ça qui ne va pas dans la proposition qui nous est faite aujourd'hui. Le fait de travailler uniquement sur le champ musical et sur ce qui est a priori aujourd'hui l'avenir de la filière musicale, à savoir les plateformes de streaming musical, qui certes brassent aujourd'hui des milliards, mais sont encore dans des phases de développement économique, ne nous paraît pas être la meilleure des options. Alors je ne sais pas si c'est désespérant, mais a priori, entre bonne pioche et mauvaise pioche, je suis plutôt du côté mauvaise pioche. D'accord. Expliquez-nous quand même plus précisément quelle est la mission de ce Conseil national du numérique, dont il s'agit visiblement de trouver un financement pérenne. Vous nous parlez du Centre national de la musique. Centre national, le CNM. Oui, de la même manière qu'on a depuis 1946 pour le livre et le cinéma un centre national qui encadre, qui accompagne ces industries culturelles majeures, avec toute l'importance qu'elles ont pour la culture des Français et pour le rayonnement, la souveraineté culturelle de notre pays. Il y avait également besoin d'un établissement du même type pour rassembler la filière musicale et lui assurer des financements qui, encore une fois, soient pérennes. Donc l'enjeu autour d'un centre national, il est très important. On a besoin de cette institution. Elle a 3 ans. Quelles ont été ses actions? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Elle a fait un énorme travail durant la crise sanitaire. Dans cette période où le monde de la culture a énormément souffert, si on n'avait pas eu un centre national comme le Centre national de la musique, je ne suis pas certain que l'action des pouvoirs publics en direction du secteur spécifique de la musique aurait été aussi efficace. Donc il y a des enjeux importants, mais pas que de financement. Je termine juste là-dessus. Il y a des enjeux d'observation aussi, de production de données. Si le cinéma et le livre vont bien, c'est parce qu'il y a à un moment une autorité publique qui a vocation, par la loi, à produire des données économiques objectives sur les filières qu'il représente. Nous n'avons pas ça dans le domaine de la musique, c'est la vocation première du CNM, et c'est en cela aussi que l'établissement est essentiel. Même regard sur ce centre national Alors oui, mais là où le bas blesse justement, c'est d'aller chercher de l'argent alors qu'on n'a pas encore les données. C'est-à-dire que le centre national de musique est encore extrêmement jeune. Peut-être faudrait-il aller chercher les données, être capable de mesurer la vitalité de la filière musicale, ce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire, avant de savoir où aller chercher l'argent et comment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... C'est-à-dire de l'argent, pourquoi faire? C'est de l'argent pourquoi faire et comment mesurer l'impact. Parce que c'est bien... Est-ce qu'il faut des subventions? Est-ce qu'il faut des partenariats? Est-ce qu'il faut de l'investissement? Ou
comment est-ce qu'on mesure l'action du CNM. Pour l'instant, on n'a pas ces outils-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, peut-être à la différence du CNC pour le cinéma ou du CNL pour le livre, la musique est une matière extrêmement fluide, extrêmement agile. Attention à ce que l'État ne sclérose pas ce monde qui évolue extrêmement vite en cherchant à imposer, à conserver des anciens modèles et à ne pas savoir accompagner la manière dont la musique évolue chaque année. On parlait de blockchain tout à l'heure, aujourd'hui vers le Web 3. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui bougent. L'État n'est pas forcément toujours suffisamment agile pour ça. Donc le CNM peut-être aurait aussi à gagner en agilité. Alors, si je reviens sur cette proposition de taxe, est-ce que ça vous semble évident qu'on va avoir une hausse des abonnements pour les utilisateurs, pour les abonnés ? Pas nécessairement. En effet, ça ne va pas de soi et c'est la grande inconnue qui est attachée à la proposition de ce rapport. Malgré tout, le risque existe et il est d'autant plus fort que au contraire il y a quelques années, lorsque le modèle du streaming a commencé à s'installer, le rapport de force était très favorable aux ayants droit, parce qu'ils détenaient les catalogues et que donc, pour une économie naissante, il fallait se plier aux injonctions des ayants droit. C'est-à-dire que c'est en gros les producteurs... Vous détenez toujours les catalogues. Bien sûr, mais aujourd'hui, sans l'économie du streaming, la filière musicale n'existe pas. Et donc, les rapports de force ne sont pas les mêmes. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas certain que cette taxe streaming ne sera pas répercutée à un moment sur les contrats avec les producteurs, les artistes ou les auteurs, ce qui veut dire que l'assiette de la rémunération va baisser. Autrement dit, on va d'un côté, par la baisse de cette assiette de rémunération, certes pouvoir financer de nouveaux projets, mais ce sera financé finalement de la même main que ceux qui en bénéficieront au final. Et donc là, on n'est pas complètement dans le cercle vertueux attendu de la part d'un établissement public et d'une intervention publique de l'État. Ce que j'entends, c'est que les discussions entre les ayants droit et les plateformes de streaming sont très tendues. Non, elles sont tendues comme des relations de business entre des entreprises ou des personnes qui sont sur un même métier mais qui n'y sont pas du même point de vue. Donc là, on est dans des logiques commerciales habituelles. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de Mais cette taxe, quand même, pourrait jouer contre vous, finalement, dans le rapport de force avec les plateformes de streaming. Mais bien sûr, les plateformes aujourd'hui ne sont pas rentables. Deezer, je crois, a perdu 160 millions l'an dernier, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a une taxe de 1,75% sur le chiffre d'affaires en plus, c'est quoi ? C'est 1,75% qui vont perdre en plus ? Comment ils vont faire ? Alors, on veut soutenir l'industrie française, c'est formidable. Deezer, qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires en France, va se retrouver plus taxé. Il va forcément y avoir besoin de se rattraper. Soit j'augmente les tarifs, soit je baisse les rémunérations, ou en tout cas je n'augmente pas les rémunérations des catalogues. Ça semble à peu près évident. Spotify perd aussi de l'argent encore aujourd'hui. On est encore dans des modes... Ecobuzz aussi. Ecobuzz, bien sûr. Très français. Ecobuzz, qui est très français aussi. Donc, et puis pour moi, il y a le symbole. C'est-à-dire que le symbole d'aller chercher de l'argent chez les artistes émergents, chez les artistes aussi de musique urbaine, qui en effet font l'essentiel de leur business. Parce que chaque artiste a son modèle économique. Ouais. Certains vont gagner de l'argent sur le spectacle vivant, d'autres vont gagner de l'argent parce qu'ils sont salariés d'orchestre, d'autres dans l'enseignement, d'autres ça va être le streaming, leurs ressources. Ceux qui émergent, qui arrivent sur le marché, qui gagnent de l'argent grâce au streaming, on va prendre de l'argent là et ils ne vont pas le retrouver ailleurs parce qu'ils n'auront pas un producteur. Ils sont eux-mêmes producteurs. Ils vont avoir beaucoup de mal à faire des dossiers de subvention, à récupérer de l'argent. On va leur mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Ça va être très compliqué. On va leur demander un travail administratif phénoménal, de s'inscrire dans 15 sociétés de gestion différentes, de remplir 12 000 dossiers pour récupérer un petit peu de cet argent-là. À mon avis, si on veut favoriser la vitalité, il faut plutôt rendre les choses simples plutôt que de les rendre compliquées. Ce rapport, il a plein de qualités. L'inventaire des problématiques est fait, mais il a fait un peu trop rapidement l'impasse sur les autres solutions. La rémunération des artistes sur le streaming, c'est un quart de ce que l'État encaisse sur un abonnement de streaming, avec 20% de TVA. Une dérivation d'une partie de la TVA, par exemple, comme l'État semble l'envisager pour financer l'audiovisuel public, ce qui veut dire que c'est possible, aurait été
bien plus intéressante et absolument indolore pour la filière musicale. Là, c'est vraiment du new money, comme on dit, d'accord ? Alors que là, la proposition proposée, c'est pas vraiment du new money. Aller chercher plutôt une dérivation de la TSN, la taxe sur les services numériques, qui couvre un champ beaucoup plus large en termes de chiffre d'affaires, était également une autre solution. Ces solutions ont été... Et la redevance pour la copie privée ? Alors, la redevance pour la copie privée, elle finance l'établissement public déjà. Des organismes comme l'ADAMI, la SACEM, nous contribuons au financement de l'établissement public à travers la redevance pour copie privée. C'est pas suffisant aujourd'hui pour financer la filière ? A priori non, parce qu'il y a des enjeux, notamment à l'export, qui requièrent des moyens nouveaux. Donc ça n'est pas suffisant. C'était suffisant jusqu'à présent dans un contexte qui n'était pas celui du streaming. Encore une fois, le streaming, il offre des possibilités, des opportunités énormes pour la musique française. Il n'y a plus de domination du répertoire américain sur la musique mondiale. Cette époque est derrière nous. Mais si on veut bien embrasser la nouvelle époque où effectivement chacun a sa chance, quelle que soit sa nationalité, grâce au streaming, il faut s'en donner les moyens. Et quel genre d'investissement ça nécessite, ça, de travailler sur l'export de notre musicale ? On avait un bureau export de la musique française qui a parfaitement répondu aux attentes dans le monde physique et qui, avec les moyens à moyens égaux, aujourd'hui, n'est pas en capacité de répondre aux enjeux de marketing, d'accompagnement, de promotion, qui doivent être colossaux. Vous savez, en streaming, c'est des centaines de milliers de titres par jour qui sont uploadés, d'accord ? Donc pour émerger dans un magma comme celui-là, il n'y a pas 36 solutions, vous devez mettre des moyens. Et donc des moyens en promotion, en marketing, dont la filière ne dispose pas en propre. Et comme c'est aussi un enjeu de souveraineté culturelle, ça justifie véritablement l'intervention publique. Mais encore une fois, le choix qui est fait ne nous semble pas être le meilleur choix. Je reviens à ma TSN, à ma TVA, il y avait là des enjeux importants. Vous êtes d'accord sur ces autres pistes qu'on aurait dû davantage étudier ? Bien sûr. Bien sûr, déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on disait autrefois, me semble totalement aberrant. Pourquoi est-ce que la musique enregistrée reste taxée à 20% quand votre entrée au cinéma est à 2,5%, quand la presse est à 2 ou 3%? S'il y a vraiment un besoin, si l'État découvre enfin qu'il faut aider les musiques populaires, la première réponse, c'est pas de la taxer. Enfin, franchement. C'est de baisser la TVA et avec cet argent-là, de mener des actions d'intérêt général. Sur l'export, oui, il y a besoin d'argent, oui, il y a besoin de réseau, oui, il y a besoin de marketing. Attention, parce que la souveraineté nationale, si c'est faire du marketing sur TikTok et sur Instagram, ça pose des questions quand même. Est-ce qu'avant d'investir dans le marketing, il ne faut pas aussi reposer la question justement des médias qu'on a en France, hein. Par exemple, on a une presse musicale aujourd'hui qui est en train de mourir à petit feu. Est-ce qu'il ne faudrait pas aider aussi des médias français, des outils français, plutôt que de financer... d'utiliser l'argent public pour la promotion de notre production musicale, non pas pour verser cet argent sur des plateformes étrangères, mais déjà utiliser nos propres médias. Au moins se poser la question. Ou alors on se dit, en effet, c'est foutu, nous n'avons plus la souveraineté nationale, donc on est obligé de défendre nos artistes nationaux sur des plateformes américaines et chinoises. Mais pour moi, c'est pas une réponse, ça. C'est pas comme ça qu'on défend notre souveraineté nationale. Après, il s'agit de jouer à armes égales aussi... avec nos compétiteurs. Oui, mais réfléchissons à ce qu'on peut faire, à comment on peut construire éventuellement nous-mêmes en Europe ces plateformes-là. Ça, je pense, c'est important. Et sur l'export, l'autre question, c'est est-ce que la subvention est le seul modèle ? Dans d'autres domaines, et vous les connaissez tous, industriels et autres, on a bien sûr de la subvention, mais on a aussi de la prise de participation. Qui va permettre, si jamais l'artiste a du succès à l'étranger, de réinjecter de l'argent pour d'autres artistes. La subvention, on investit à fond perdu, donc chaque année on va mettre de l'argent, et quand il y a un succès, pourquoi est-ce que le succès ne fait pas revenir un petit peu d'argent dans la machine ? Ça serait peut-être aussi des outils de financement pour le Centre national de la musique. La discussion est close sur ce sujet de taxe ou pas totalement selon vous ? Je ne crois pas qu'elle soit close. Parce que le juge de paix dans tout ça, ce ne sera pas le sénateur Bargeton, il le sait, hein, ce sera Bruno Le Maire. C'est à Bercy que les choses vont se décider, voire à l'Élysée, parce que les arbitrages à rendre sont quand même également hautement politiques. Donc, et nous sommes dans un contexte économique aussi extrêmement compliqué, où on sait que
l'heure n'est pas à la création de taxes nouvelles. Donc malheureusement, le combat n'est pas terminé, quelle que soit son issue. On sait que là-dessus, nous serons confrontés à encore quelques difficultés et encore quelques épreuves à franchir. Parce que ce rapport, donc il y a eu 6 mois quand même de travail en amont avec la filière. Vous avez été consulté. Alors, je ne crois pas que Wiseband... non, on a demandé, mais on ne devait pas être dans la liste faite par le ministère de la Culture. Donc, on n'a pas pu être reçu. Mais au final, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité. Enfin, tout le monde ne se réjouit pas du résultat de ce rapport au sein de la filière. Donc, comment vous allez pouvoir agir pour le fait qu'il n'y ait pas d'unanimité, transformer la taxe ça ne en une dérange autre pas. option qui vous semble plus pertinente? Il y a une chose sur laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur laquelle il y a un consensus absolu, c'est qu'il y a besoin d'un financement pérenne pour un établissement qui a vocation à servir cette filière musicale qui recouvre des enjeux culturels importants. Et c'est la solution, c'est une taxe qui, comme pour le spectacle vivant, comme pour le cinéma qui bénéficie d'un certain nombre de taxes, permet à une filière d'exister. Voilà, il y a toute une partie de ces filières qui ne peut pas s'auto-financer et qui a besoin de financement complémentaire. Donc ça, c'est quand même un socle important. Après, sur les modalités, bah oui, il y a des désaccords. Nous sommes critiques sur cette taxe sur les plateformes de streaming musical. C'est ce qu'on a essayé de faire venir tous ceux qui ont travaillé et qui défendent ce rapport Bargeton en plateau, mais ça n'a pas été possible. Bon, dommage. Écoutez, bon, maintenant, ça va jouer donc dans les cabinets. Oui, maintenant, tout le jeu, c'est dans les cabinets. À mon avis, ça va se jouer entre Bercy et l'Élysée. Il y a à faire vivre cet établissement qui, sans ce financement-là, aura du mal à remplir l'ensemble de ses missions. Donc maintenant, on est au pied du mur. Il faut trouver une solution. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Rémi Bouton de Wiseband et Bruno Bouteleux de l'ADAMI. Vous nous avez éclairé quand même sur les tenants et les aboutissants de ce rapport. On se retrouve juste après une petite pause. On va parler du marché des cryptos. C'est la deuxième partie de l'émission qui commence. Vous nous rejoignez sur la chaîne Bismart où vous nous écoutez aussi en podcast. C'est Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité des cryptos. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Rongeard qui est consultant crypto et blockchain chez KPMG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est votre première avec nous. Exactement. Mais KPMG est un habitué de Smart Tech. Alors, première actualité qu'on va commenter ensemble, c'est faire un point sur la régulation des NFT. Tout à fait. Que se passe-t-il ? Exactement. Et comme vous le savez, on a le règlement européen MiCA qui a été voté le 20 avril dernier et qui rentrera en vigueur donc en octobre 2024. Alors, ce règlement européen MiCA, il concerne quoi exactement ? Elle concerne à la fois les acteurs, les prestataires de services en matière d'actifs numériques et à la fois les cryptoactifs. Donc on a la chance d'avoir, si je puis dire, une certaine classification en matière des cryptoactifs. Donc on a par exemple les fameux stablecoins, on a les autres cryptoactifs comme l'Ether, le Bitcoin, qui ont leur propre structuration juridique. Mais pour revenir effectivement aux NFT, aujourd'hui, ils ont été exclus du champ réglementaire de MiCA. Et c'est le cas aussi d'ailleurs en France. Aujourd'hui, on n'a pas de structuration juridique en matière de NFT et on doit un petit peu faire au cas par cas, c'est-à-dire étudier projet par projet. Et pourquoi le NFT est-il un cas à part ? Comme vous le savez, c'est ce qui caractérise le NFT, c'est finalement l'authenticité, le caractère unique de cet actif numérique, contrairement à un Bitcoin ou un Ether où on peut se les échanger de manière... un Bitcoin sera toujours égal à un Bitcoin, alors qu'un NFT a cette propriété, ce caractère unique. Et donc aujourd'hui, on a un petit peu un flou juridique sur cet actif-là. Et donc, avec le règlement MiCA, on a la possibilité toutefois de reconsidérer l'aspect juridique et le caractère du NFT. Et donc, en fonction du projet, voilà, si on a 10 000 NFT qui ont tous les mêmes propriétés, on perd justement cette dimension d'unicité. Et donc, on a potentiellement une requalification juridique possible. Et donc, on passerait finalement sous le régime de MiCA. Donc aujourd'hui, on n'a pas de régime spécifique propre au NFT, mais aujourd'hui, on en parle déjà. On aura très certainement un cadre spécifique pour cet actif-là. Donc, il y aura une réglementation spécifique. En tout cas, il y a des discussions en ce moment qui ont lieu en France au ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté numérique et industrielle. C'est un long nom pour notre ministère. Des discussions en cours sur la réglementation des NFT en France. Est-ce qu'on est sur une ligne européenne ? Je pense qu'effectivement,
lorsque MiCA sera effectif, on aura plus de visibilité. Ouais. Et, même l'AMF en parle déjà aujourd'hui. Pour l'instant, on fait au cas par cas en fonction des collections et des projets. Mais on aura un régime spécifique qui va arriver et qui va concerner l'ensemble de l'Europe, effectivement. Et on aura une unicité, a priori, vous le pensez, sur ce sujet-là. Alors, autre actualité qu'on va commenter ensemble, c'est la Société Générale qui, via une filiale, a lancé son propre stablecoin. Exactement. Donc, c'est une nouvelle super intéressante. Et quand on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte finalement que c'est dans la continuité d'une tendance de fond qui est celle de l'adoption des cryptoactifs de manière générale. On l'a vu auprès des particuliers. Par les établissements bancaires, c'est ça. Par les établissements aussi bancaires, exactement. Nous, on le voit au quotidien. On accompagne nos clients principalement, effectivement, dans le secteur bancaire. Il y a une demande, il y a un besoin de vouloir explorer, d'expérimenter ces nouveaux actifs. Et donc, l'initiative de Société Générale, et c'est d'ailleurs Forge, la filiale de Société Générale, qui est dédiée aux technologies du Web3, de lancer son propre stablecoin. Donc, pour rappel, un stablecoin, c'est tout simplement la représentation d'une monnaie fiduciaire ayant cours légal, donc en l'occurrence ici l'euro. C'est-à-dire pour chaque émission d'un stablecoin, on va avoir 1 euro qui va être bloqué, sécurisé chez un intermédiaire, chez une société fiduciaire par exemple. Et donc, le stablecoin euro va évoluer en fonction de son sous-jacent et donc en fonction de l'euro. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette expérimentation? À quoi ça sert? Plusieurs choses. Tout d'abord, d'un point de vue volatilité, parce que le stablecoin, comme vous l'aurez compris, se supprime un petit peu la volatilité inhérente aux cryptoactifs, comme les bitcoins, comme l'Ether. Et donc, on peut s'exposer au marché des cryptoactifs avec un actif donc, qui est qui n'a aucune volatilité, tout en bénéficiant de l'ensemble des avantages de la blockchain et des cryptoactifs, c'est-à-dire effectuer des transactions de manière quasi instantanée à l'autre bout du monde pour quelques euros, si ce n'est quelques centimes de frais de transaction. Donc là, on a vraiment un ensemble de cas d'usage qui émergent pour les entreprises. Ça peut être non seulement de l'optimisation des flux de trésorerie. Voilà, on a une filiale à l'autre bout du monde. On fait des paiements de manière instantanée pour quelques euros avec un actif stable, encore une fois, sur un support qui est Ethereum en l'occurrence, la blockchain Ethereum, qui fonctionne, qui est sécurisée. Et puis, on a aussi, par exemple, la possibilité de réaliser des transactions directement sur la blockchain. On parle beaucoup en ce moment, surtout dans le secteur bancaire, des obligations, des actions tokenisées. Il y a un énorme appétit de ce côté-là de la part des acteurs institutionnels. Et donc, le stablecoin euro, par exemple, de Société Générale Forge, pourrait être utilisé comme moyen de règlement, par exemple. Allez, en dernière actualité ensemble, la start-up française DFNS qui propose des solutions de conservation des actifs numériques à destination des entreprises. Exactement, c'est une start-up française, donc Defense, qui a été fondée en 2020, qui a levé même plus de 14 millions de dollars en 2022 et qui propose des solutions à destination des entreprises en matière de portefeuille d'autoconservation des cryptoactifs. Donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que si on souhaite s'exposer au marché des cryptoactifs, on a 2 moyens de les conserver. Soit passer par une plateforme centralisée, on peut citer Binance, Coinbase, Kraken. C'est simple, c'est intuitif, ça permet de déléguer la responsabilité de ces cryptoactifs. Mais il y a certaines limites, on l'a vu en 2022 avec les déboires de FTX. Donc on a la chance avec cette classe d'actifs de pouvoir posséder, sécuriser et donc contrôler ces cryptoactifs par soi-même. Mais aujourd'hui, on a de nombreuses barrières techniques pour les utilisateurs. Mais les wallets, on a une start-up, une pépite en France. Exactement, Ledger, tout à fait, qui permet de sécuriser par soi-même ces cryptoactifs. Mais c'est une solution matérielle qui peut freiner l'adoption de certaines personnes. C'est un frein un petit peu technique, c'est un petit peu compliqué à maîtriser, ça demande une certaine connaissance. Et donc, la solution le nouveau service de Defense, c'est de proposer justement un accès à ces portefeuilles via les données biométriques, donc Face ID, l'empreinte digitale, des technologies qu'on utilise au quotidien pour s'identifier à son smartphone, pour effectuer des paiements sans contact. Mais est-ce que c'est aussi bien sécurisé ? Tout à fait. Ça va utiliser des mécanismes et des technologies différentes, par exemple, que Ledger, mais qui vont permettre de contrôler, de sécuriser ces actifs par soi-même avec justement un accès plus facile et plus rapide à son wallet. Ok, donc Defense, DFNS, la start-up à suivre selon vous. Merci beaucoup Nicolas Rongeard de KPMG pour ce décryptage des principales actualités du monde des cryptos dans Smartech. À suivre, c'est notre regard sur où va le web. Eva va nous parler du marché des cryptos parodiques. Vous restez avec nous, ça vous pourrez faire un petit commentaire à la fin.
Connaissez-vous Pépé la grenouille? Elle pourrait être l'héroïne d'un dessin animé, mais c'est l'univers des cryptos qu'elle a inondé. Inspirée du mème d'Internet Pépé the Frog, vous vous en rappelez peut-être, elle avait été récupérée par l'extrême droite américaine lors de la précédente élection présidentielle. Sachez que cette petite grenouille innocente effraie autant qu'elle passionne aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies, à l'instar d'autres grandes cryptos parodiques comme le Dogecoin, si cher à Elon Musk. Le succès est en tout cas au rendez-vous. En une semaine, fin avril, Pépé a enregistré une croissance de 746% et a atteint une capitalisation de plus de 800 millions de dollars. Supposé très volatile, le succès de la crypto serait même dû à des manipulations de marché. Et malgré tout, des grosses plateformes d'échange comme Binance ont ouvert la porte à ces cryptos parodiques. Avoir le dernier meme coin leur sert à gagner en audience et à attirer des utilisateurs. Oui, c'est vrai, si on a de la chance de s'insérer dans le courant ascendant au bon moment, il est facile de gagner de l'argent. Les premiers investisseurs de Pépé sont devenus millionnaires en quelques heures, mais ce sont des millionnaires fictifs. La crypto n'est en fait que très peu liquide. Ces millionnaires ne peuvent donc pas retirer leurs gains en monnaie traditionnelle à ce stade. Alors, le Pépé deviendra-t-il le nouveau Dogecoin? Impossible de le dire pour l'instant, mais sa forte volatilité nécessite, quoi qu'il arrive, de la prudence. Nicolas, est-ce que c'est plus risqué ou à peu près équivalent d'investir dans une crypto parodique ou non parodique ? Je pense qu'aujourd'hui, la réponse est plutôt claire quand on voit l'historique justement de ces fameux meme coins. Souvent, on a une émergence de la part de la communauté, un engouement très fort, spéculatif sur plusieurs semaines. Mais comme on l'a très bien dit, il n'y a pas beaucoup de liquidité, in fine, donc on se retrouve finalement dans un cercle vicieux où on achète une crypto-monnaie qui n'a aucun fondamental, aucune valeur ajoutée, et finalement souvent on se retrouve coincé à ne pas pouvoir la vendre. Donc là, en l'occurrence, on a des plateformes centralisées qui l'ont listé il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui, si on constate le cours de ce même coin, donc le PP, force est de constater qu'il n'a aucune valeur et que donc la tendance est en train de s'essouffler, et donc il vaut mieux se concentrer sur les crypto-monnaies à forte valeur ajoutée comme le Bitcoin ou l'Ether et les principales. Donc crypto parodique pour investissement ludique, finalement. Exactement. Ok, merci beaucoup Nicolas Rongeard, consultant crypto et blockchain chez KPMG qui nous a accompagnés dans cette deuxième partie de l'émission. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre très régulièrement sur Bismart en podcast, sur les replays et les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.